Bonsoir à tous et bienvenue dans ce 1945 sur ITV. Dans l'actualité de ce jeudi, regain de tension à la Poste Finance. Les travailleurs réclament la lumière sur le scandale financier 2,5 milliards. Ils profèrent de nouvelles accusations contre la direction générale. 12 millions de bulletins de vote sont attendus ce 23 janvier pour les élections locales. Les Sénégalais s'attendent à ce que toutes les normes législatives soient respectées pour éviter d'éventuelles tensions. Nos reporters ont visité des imprimeries à Dakar. Reportage à suivre. Dans cette édition également, nous allons découvrir une technique scientifique pour fabriquer des piles durables grâce au coque d'arachide, comme vous le voyez sur les images. Cela révèle de la biomasse et cette technologie devrait permettre au monde rural d'avoir accès aux énergies moins polluantes. Les jours passent et les divergences persistent à la Poste. Cela dit, la tension est toujours aussi vive entre la direction générale et le syndicat des travailleurs. Le syndicat, justement, profère de nouvelles accusations contre Abdoulaye Bibi Baldé. Il userait de violence pour masquer le scandale financier 2,5 milliards de francs CFA. Seynabou Babou et Mafalfal pour le compte rendu de la conférence de presse des travailleurs. La Poste, toujours en proie à des difficultés. Le directeur général est pointé du doigt. Le syndicat national des travailleurs des postes et télécommunications ne cache pas sa colère contre Abdoulaye Bibi Baldé. Le représentant du personnel, en l'occurrence le camarade secrétaire général Ibrahim Assar, a été victime devant le bureau du directeur général et sous ses yeux encore d'une agression de la part d'un groupe d'individus dont certains ont été formellement identifiés. Depuis cet acte d'une extrême gravité, violent, vil et sans précédent, aucune mesure disciplinaire n'a été entreprise contre les acteurs formellement identifiés. Un chapelet d'accusations à l'encontre de leur directeur général. Les mots n'ont pas été tendres. Le syndicat l'accuse d'utiliser la violence pour faire taire la critique. Abdoulaye Bibi Baldé est un pourfendeur de l'orthodoxie, doublé d'un brigand et aussi d'un délinquant financier, dont la sinistre réputation est notoire dans toutes ces entités qui ont le malheur de l'accueillir. Il s'y ajoute qu'après avoir épuisé sa crédibilité en tant que manager et bafoué son honorabilité en étant aux commandes d'un système mafieux de détournement et de deniers publics. Selon ces travailleurs de la Poste, les actes du directeur général traduisent sa volonté d'étouffer cette affaire de détournement de plus d'1 milliard. Les membres du mouvement Frappe, de Y'en a marre, ainsi que du QSEMS étaient présents pour apporter leur soutien aux syndicalistes. Merci Seynabou Babou. Au total, 12 millions de bulletins de vote sont attendus pour les élections locales du 23 janvier prochain. Les imprimeries ont donc du pain sur la planche, mais elles promettent de livrer les bulletins à temps pour éviter les situations fâcheuses. Khadija Diouf et Seydina Mbaye pour ce reportage. Des machines sophistiquées, des milliers de bulletins de vote triés par classe et empilés à l'entrée. Dans chaque tas de bulletins est inscrit le nom de la localité de destination. Une commande de 12 millions de bulletins de vote à imprimer. Le président de l'imprimerie s'est dit prêt. Vu nos équipements, nous arrivons à faire environ 500 ou 700 000, voire même 1 million de bulletins par jour. Tout dépend de la vitesse auquel on roule. Aujourd'hui, sur les 3 coalitions que j'ai aujourd'hui, il ne m'en reste que celui-là. Vous avez vu cette machine-là, pratiquement elle est à l'arrêt, puisque nous avons fini de tirer les 2 coalitions qu'on avait. Des bulletins de vote à imprimer pour tout le Sénégal. Ces imprimeurs nous renseignent sur le processus.
Donc nous avons 3 coalitions qui fait un total de 12 millions de bulletins à faire sur un délai bien précis. Sauf que ce qui a changé cette année, c'est contrairement aux autres années, vous avez vu, il y a énormément de bulletins derrière, mais nous ne pouvons pas les livrer puisque le ministère a changé complètement la donne, à savoir que désormais, seules les régions demandées par le ministère sont livrées. C'est-à-dire que le ministère commence par des régions qui sont un peu loin, telles que Casamance, Kolda, Kédougou, Ziguinchor, Tamba et autres. L'impression des bulletins de vote, une affaire du ministère de l'Intérieur, mais qui requiert des critères bien définis. Les bulletins de vote ne sont pas commandés par les partis politiques. Les bulletins de vote sont commandés par le ministère de l'Intérieur qui est le maître d'œuvre. Et le ministère de l'Intérieur choisit les imprimeurs habilités ou qualifiés suivant leur background, leur ancienneté, leur poids économique pour imprimer les bulletins de vote demandés. Et chaque imprimeur reçoit un quota que le ministère de l'Intérieur lui donne. À 14 jours des élections locales, les travailleurs de l'imprimerie assurent tous les bulletins seront livrés à temps. Ceci pour tout simplement que ces élections se passent dans les meilleures conditions. Il y a quelques jours des élections locales, Pierre Goudiaby Atepa, qui se considère comme le maire virtuel de Dakar, a dévoilé un projet tout aussi virtuel. Selon lui, il s'agit d'un projet de développement que les actuels candidats devraient intégrer dans leur programme. Aïssatou Kane et Mafalfal. Extension de la place du souvenir, école d'architecture et espace des artistes, mémorial Djola, île artificielle, entre autres projets pour l'aménagement de la corniche. Pierre Goudiaby s'autoproclame maire virtuel avec la création d'une plateforme. L'architecte invite les maires à intégrer les projets dans leur programme et de jeter les bases d'une nouvelle ville intelligente. J'ai pensé que on pouvait, en tant que technicien, avoir une plateforme d'échange avec les futurs maires, plateforme dans laquelle, comme vous l'avez dit, le citoyen lambda peut intervenir. Je dis, bon, messieurs les maires, voilà une réflexion que j'aimerais bien que vous puissiez intégrer dans votre programme si vous en êtes convaincus. Et si vous voulez savoir comment le financer, appelez-moi, je viendrai vous voir. Sinon, venez, vous êtes invités à tout moment pour que nous puissions vous expliquer qu'il nous faut libérer les imaginations, il nous faut libérer les esprits, il nous faut libérer, comment dire, l'ambition que nous devons avoir pour Dakar. Dakar, sa vocation est d'être, encore une fois, pour prendre cette... Ne pas faire dans le discours de politique politicienne, dit-il, Atepa compte apporter sa pierre à l'édifice, même s'il n'est candidat à aucune mairie. L'intérêt de le présenter si je ne suis pas candidat, je suis maire virtuel, donc j'ai le droit de dire ce que je veux, j'ai le droit de faire tous les rêves et de vous y associer. Si j'étais un politicien, je serais là à faire des calculs de politique politicienne. Je n'en fais pas. Je voudrais gracieusement le mettre à la disposition de mon pays, de ma ville. Mais s'ils pensent que oui, effectivement, ils peuvent se rapprocher de la mairie virtuelle pour qu'ensemble nous puissions voir ce que nous pouvons faire ensemble pour que ce rêve de Dakar Ville Lumière puisse être une réalité, pas après-demain, mais dès demain, eh bien qu'ils viennent nous voir. Pierre Goudiaby Atepa garantit le respect des normes environnementales pour la construction de tous les projets. L'architecte annonce le lancement prochain d'Alliance africaine de l'acier et de l'aluminium. Un moment de rêve qui peut aussi devenir une réalité. Nous restons avec Pierre Goudiaby Atepa sur la création d'une monnaie locale casamançaise proposée, je le rappelle, par Ousmane Sonko, leader du PASTEF. Atepa déclare que c'est tout simplement impossible des propos recueillis par nos reporters. Bon, d'abord, je n'ai pas encore lu son livre, mais le connaissant, je sais qu'il n'y avait pas d'arrière-pensée.
Je ne suis pas son défendant, mais je le connais. Je pense qu'il s'est peut-être mal exprimé. Prenons-le comme ça. Parce qu'effectivement, il n'est pas question que la Casamance, qui est la Casamance, ait sa monnaie. En tout cas, il n'en est pas question. Seulement, voilà, il y a peut-être une réflexion qu'il a souhaité faire, comme ça s'est fait en Europe, la France pour ne pas la nommer, où il y a des régions qui ont une monnaie qui leur sert de monnaie de développement ou autre, je ne sais quoi. Il l'a émis parce que j'estime qu'il a tellement de passion et tellement d'ambition, et pour sa Casamance, et je sais pour le reste du Sénégal, que bon, il a dit oui, pourquoi pas une monnaie. Mais vous savez, des gens qui ont des idées toutes les minutes, parfois, bon, ils disent des choses parfois qu'ils ne voulaient pas dire. En tout cas, la compréhension que les gens en ont faite n'est pas, j'en suis sûr, ce qu'ils voulaient. Quand vous dites monnaie unique, je dis non. Mais une monnaie comme d'autres en Casamance, au Sénégal oriental, pourquoi pas? Il faut bien s'expliquer là-dessus, parce que c'est un sujet délicat. Toute autre chose à présent, pour se conformer à la réglementation sur les exportations des produits agricoles, les producteurs des Niayes s'engagent à respecter davantage les normes sanitaires et environnementales dans l'exploitation de ces produits. Là-dessus, les précisions de Pape Sam Gueye au micro de Babacar Seck. Les normes de qualité sanitaire des produits agricoles sont devenues une exigence pour que les produits accèdent au marché international. Donc, en signant ce protocole avec le paysan, vous savez que le Sénégal exporte énormément de produits horticoles à l'extérieur, et pour l'Union européenne, les exportations de fruits et légumes ont atteint les 170 000 voire 175 000 tonnes de fruits et légumes. Vous voyez que si on n'y prend pas garde, les exigences réglementaires liées à la qualité sanitaire des produits agricoles peuvent être un frein pour le développement de ces exportations-là. Voilà que le protocole signé avec le paysan, non seulement ça sécurise les objectifs d'exportation des produits horticoles, et aussi ça améliore la gestion de la qualité sanitaire de nos produits horticoles. Transition pour parler de cette technique scientifique à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. La biomasse fait son chemin. Le processus permet de transformer par exemple des matières organiques en énergie propre. Et je disais en titre, au département de physique, des chercheurs fabriquent des piles durables à partir de coques d'arachide. Comment ça marche? Pape Ibrahim Ndiaye et Moussa Fall nous montrent. Dans nos marchés, elle est très prisée des Sénégalais. Les commerçants et vendeurs qui s'y activent ne diront pas le contraire, mais elle peut très vite se retrouver par terre ou dans les sachets plastiques. Cette image, c'est l'arbre qui cache la forêt. Ailleurs, l'arachide vaut de l'or. La preuve, derrière cette porte, sa coque sert de matière première pour mener des expériences. La durée de vie, déjà, qui nous donne. Entouré de ses étudiantes et étudiants, le professeur Balle Diop Ngom mène des travaux depuis 1 an dans le but de transformer le résidu agricole en pile. Et nous, on prend ce coque d'arachide et on le moule et on extrait le colorant qui est à l'intérieur. À partir de ce colorant qu'on obtient, on fabrique notre électrode positive et le résidu solide, on l'active pour avoir notre électrode négative et on assemble là pour avoir le dispositif final. Alors, l'objectif, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est penser à un procédé qui est écologique. L'expérience de la coque d'arachide s'est révélée porteuse, ce qui permet à l'équipe d'ouvrir d'autres perspectives.
le bissap, l'anacarde, le bambou ou encore les pailles de riz viennent enrichir les recherches au grand bonheur des jeunes chercheurs. Donc j'ai la rencontre avec le prof et à propos de ces recettes qui nous permettent de diminuer le réchauffement climatique et d'utiliser les déchets que nous jetons, par exemple les coques d'arachide, les feuilles d'anacardier, par exemple, que les habitants n'ont pas l'habitude d'utiliser. Avec l'exploitation abusive des énergies fossiles et la dégradation de la couche d'ozone, nous faisons de notre mieux pour donner notre apport, notre contribution et protéger la nature du mieux que l'on pourra, fournir de l'énergie au maximum. Vous avez vu que j'ai consommé complètement la coque d'arachide, ce qui m'a permis en même temps de fournir de l'énergie à un coût très bas, mais aussi nettoyer l'environnement. Et le procédé qu'on a mis en place aussi ne dégage pas du CO2, ce qui reste toujours dans un process qui est complètement vert. Toute l'équipe du laboratoire espère avoir des financements pour produire de l'énergie verte dans le monde rural. Une façon d'apporter une réponse écologique à l'exploitation prochaine des ressources d'hydrocarbures au Sénégal. En attendant d'atteindre cet objectif, sur place on garde jalousement les recettes d'une découverte prometteuse. Ah, les ingrédients, je les garde pour moi. Merci beaucoup. Merci Pape Ibrahima Ndiaye pour cette découverte. L'Université Cheikh Anta Diop de Dakar a aussi accueilli ce jeudi une conférence sur les défis de l'organisation des coopérations de coopération islamique OCI. Les acteurs se sont penchés notamment sur la question du Proche-Orient. Le compte rendu, c'est avec Mamadou Dia. Le comité permanent pour l'organisation de la coopération islamique pour l'information et les affaires culturelles a pour mission de rendre visible la deuxième plus vaste organisation au monde, après les Nations Unies, l'OCI. Créée le 25 septembre 1969, l'organisation de la coopération islamique regroupe 57 pays membres, unis par la religion musulmane. Cette religion est souvent agressée, si vous permettez l'expression, par des phénomènes nouveaux du XXIe siècle, qui ont pour nom l'islamophobie, qui ont pour nom le terrorisme, l'intolérance entre les peuples. Et ces phénomènes du XXIe siècle tirent leur origine dans une vaste campagne de diabolisation de l'islam et des musulmans. Voilà pourquoi nous avons pensé à organiser cette rencontre qui nous a permis, et qui nous permettra à l'avenir d'ailleurs, de montrer comment aujourd'hui les États de l'OCI mènent une action islamique commune pour corriger l'image stéréotypée prêtée à l'islam. Cette rencontre est une conférence pour exposer les défis du monde contemporain qui se dressent devant l'OCI. Parmi les défis les plus importants, nous avons parlé des défis de l'unité, pas unité géographique, pas unité des États, pas une confédération, pas une unité du monde musulman en termes d'État, mais une unité de vue sur des questions importantes qui structurent la marche du monde ou la vie dans les sociétés. L'organisation est née sur les crêtes des flammes après l'incendie de la mosquée Al-Aqsa en 1969. Par conséquent, l'OCI ne peut oublier son ADN, la Palestine. Pour une paix durable au Proche-Orient, il faut restituer aux Arabes leur terre. C'est la conviction du conférencier. Et même dans le monde. La Palestine, en fait, ce n'est pas n'importe quelle entité géographique. La Palestine, c'est une entité géographique et une entité cordiale. Je veux dire une entité qui est dans nos cœurs en tant que musulmans. Par conséquent, si Israël continue à occuper et à réduire le territoire des Palestiniens, on peut avoir une paix relative, mais une paix avec des murs barbelés, avec sur chaque rue un soldat avec un Kalachnikov, ce n'est pas une paix. Certains défis sécuritaires trouveraient leur terreau fertile dans la pauvreté et l'inégalité. Cette conférence va permettre aux étudiants de comprendre le combat de l'organisation placé sous le signe de la solidarité
et de se l'approprier. Et quelques actualités internationales à présent en images. Au Mali d'abord, l'opposition réclame des élections dans les meilleurs délais. En marge de la visite au Mali du médiateur de la CEDEAO, Goodluck Jonathan, un grand nombre de partis politiques et d'associations se sont réunis hier. C'était pour exprimer le rejet du chronogramme sur une prolongation de la transition d'une durée de 5 ans. Les élections doivent se tenir selon eux à date échue, c'est-à-dire en février prochain. Et puis aux États-Unis, depuis sa prise de fonction en janvier dernier, Joe Biden a toujours évité de s'en prendre directement à son prédécesseur, Donald Trump, même si l'ancien président républicain a continué de contester sa victoire à l'élection de novembre 2020. Biden prévoit maintenant de souligner la responsabilité particulière de Donald Trump dans l'assaut du 6 janvier 2021 contre le Capitole. Cet assaut qui a coûté la vie à 5 personnes est considéré par le président actuel comme l'aboutissement tragique du mandat précédent de Donald Trump. Et c'est la fin de ce journal. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci à l'ensemble des équipes en régie et bonne suite des programmes sur ITV. Bonsoir.